J'avais 15 ans, un simple sac de sport usé serré contre moi comme si c'était la seule chose qui me rattachait encore à quelque chose de sûr. Ma mère, parfumée à en étouffer, tirée à 4 épingles dans son tailleur crème impeccable, faisait rouler sa valise, Louis Vuitton, vers les contrôles de sécurité à Roissy. Le bruit régulier de ses talons sur le carrelage résonnait comme une pendule qui sonnait la fin d'une époque. Elle ne m'a même pas adressé un regard, pas un mot, pas un geste, rien. Je marchais 2 pas derrière elle, le cœur battant à m'en donner la nausée, me demandant si, au dernier moment, elle se retournerait pour me dire que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais elle continuait, la tête haute, sans ralentir, son téléphone à la main, comme si ce qu'elle lisait était plus important que moi. Autour de nous, l'aéroport bourdonnait d'une agitation presque joyeuse. Des familles se prenaient dans les bras, des couples s'embrassaient avant de se séparer, des enfants riaient en tirant leurs petites valises colorées. Ce contraste me frappait en plein visage. C'était comme si j'étais la seule personne au monde à qui l'on arrachait le sol sous les pieds, alors que pour les autres, tout semblait léger. Ma mère avançait vers une nouvelle vie, son nouveau mari à ses côtés, 2 enfants parfaits comme sortis d'une publicité. Moi, j'étais l'ombre qui traînait derrière, une présence qu'elle n'assumait plus. À cet instant, j'ai senti un froid étrange m'envahir, une certitude glaciale. Je ne faisais plus partie de sa vie, pas même en marge. Elle s'est arrêtée une seconde, non pas pour me parler, mais pour ajuster ses lunettes de soleil et échanger un sourire complice avec l'homme à ses côtés. Ses doigts ornés de bagues ont effleuré son bras à lui, comme pour confirmer devant tout le monde qu'ils formaient un couple harmonieux et enviable. Puis, elle a repris sa marche, et j'ai su qu'aucune phrase réconfortante ne viendrait. Pas de « je t'aime », pas de « on se voit bientôt », rien d'autre qu'un silence lourd, tranchant. Ma gorge s'est serrée si fort que j'ai cru que je n'arriverais plus à respirer. Le sac que je tenais m'arrachait presque l'épaule, mais je n'ai pas lâché. C'était tout ce que j'avais. Quand elle est arrivée devant les portiques, elle s'est tournée une fraction de seconde, juste assez pour lâcher une phrase sèche, comme un verdict. « Tu te débrouilleras ». Puis elle a passé la sécurité, disparaissant derrière les vitres teintées. Je suis restée figée sur place, incapable d'avancer ou de reculer. Les annonces à voix métallique résonnaient au-dessus de ma tête, mais elles semblaient venir d'un autre monde. J'avais l'impression d'être devenue invisible. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait presque le vacarme ambiant. Et là, au milieu de ce hall immense, avec mes maigres économies et aucune destination, j'ai compris que je venais d'être laissée pour compte par la personne qui aurait dû m'aimer plus que tout. Il me restait exactement 42 € au fond de ma poche, quelques pièces et un billet froissé, comme un maigre rappel que je n'avais pas les moyens d'aller nulle part. Pas de billet de train, pas de réservation d'hôtel, pas même un plan de secours griffonné sur un coin de papier. L'aéroport, avec ses panneaux lumineux et ses annonces criardes, me paraissait soudain immense, presque hostile. Je sentais la panique grimper dans ma poitrine, cette sensation de vide qui avale tout et rend chaque respiration plus difficile. Les visages autour de moi devenaient flous, et je m'imaginais déjà passer la nuit assise sur un banc métallique, à surveiller mes affaires et à lutter contre le froid qui s'infiltrerait à travers mes vêtements. C'est à ce moment-là qu'un souvenir, enfoui depuis des années, a surgi comme une bouffée d'air dans ma suffocation. Un nom, le sien, mon père, celui que ma mère prononçait toujours comme une insulte, la bouche crispée, la voix venimeuse. Elle répétait qu'il m'avait abandonnée, qu'il n'avait jamais voulu de moi, qu'il n'était qu'un lâche sans valeur. Pendant des années, j'avais cru à cette version. Après tout, je n'avais aucun souvenir de lui, pas une photo, pas une lettre.
Mais là, au milieu de cet aéroport, où je n'étais qu'un point perdu dans un océan de voyageurs pressés, j'ai senti une petite voix en moi me dire que je n'avais plus rien à perdre, qu'il valait mieux essuyer un refus que de rester ici, seul, à attendre que quelque chose se passe. J'ai fouillé frénétiquement dans mon téléphone, dans d'anciennes conversations jamais supprimées, jusqu'à tomber sur un vieux fil de messages, oublié depuis des années. Son numéro était là, presque irréel, comme un fantôme qui m'attendait. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli appuyer sur la mauvaise touche. Mon cœur battait dans mes oreilles, plus fort à chaque sonnerie, une fois, 2 fois, puis la ligne s'est ouverte. Une voix grave, posée, a résonné dans mon oreille, me clouant sur place. « Camille !» a-t-il dit, et j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. J'ai dû m'asseoir sur un banc pour ne pas tomber. « Papa !» ai-je murmuré, ma voix brisée, les larmes montant sans que je puisse les retenir. « S'il te plaît, aide-moi !» Il y a eu un silence lourd mais pas vide. J'entendais seulement sa respiration, lente, maîtrisée, comme s'il se battait pour contenir quelque chose. Puis, d'un ton ferme et calme à la fois, il m'a répondu « Dis-moi exactement où tu es. J'arrive !» À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se fissurer dans la carapace de peur qui m'étouffait. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus complètement seule. Les heures qui ont suivi ont semblé s'étirer à l'infini. Assise sur un banc froid près d'une baie vitrée, je guettais chaque mouvement sur le tarmac, mon sac serré contre moi comme un bouclier. Les annonces résonnaient dans l'aéroport, mais je n'y prêtais plus attention. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Viendrait-il vraiment? Et s'il venait, que me dirait-il? L'angoisse et l'espoir se mêlaient dans ma poitrine, me laissant à bout de souffle. Puis, au loin, un mouvement a attiré l'attention des voyageurs autour de moi. Des murmures, des regards qui se tournaient vers la piste. Là, dans la lumière déclinante, un jet privé glissait vers nous, élégant et silencieux, comme une apparition irréelle. Il s'est immobilisé sur le tarmac, et j'ai vu les techniciens s'affairer autour. La porte s'est ouverte, une passerelle métallique a été déployée, et il est apparu. Un homme grand, droit, dans un costume sombre parfaitement taillé, avançant d'un pas sûr. Même à cette distance, j'ai reconnu ses yeux, la même couleur que les miens, cette teinte profonde qui semblait porter à la fois une force tranquille et une émotion contenue. Mon cœur s'est emballé, mes mains sont devenues moites. Il n'y avait plus de doute, c'était lui. Il s'est arrêté un instant en bas des marches, balayant la foule du regard, comme s'il cherchait un visage bien précis. Puis ses yeux ont accroché les miens, un éclat fugace, comme un lien qui se retendait après des années rompues. Il a ouvert les bras, large geste d'accueil qui a brisé quelque chose en moi. « Camille !» a-t-il prononcé, d'une voix qui vibrait à la fois de retenue et d'émotion brute. Ce simple mot, mon prénom, sonnait différemment dans sa bouche, plus vrai, plus lourd de sens. Je me suis levée d'un bond, comme mue par une force incontrôlable. Les larmes brouillaient ma vue, mais mes jambes savaient où aller. J'ai traversé la zone d'attente, ignorant les regards curieux, et j'ai couru jusqu'à sentir l'air froid fouetter mon visage, couru jusqu'à atteindre ses bras qui se refermaient sur moi avec une certitude absolue. C'était une étreinte chaude, ferme, comme si elle recousait chaque fissure laissée par 10 années d'absence. La douleur de l'abandon, si vive et brûlante, se mélangeait à un soulagement presque insupportable. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que, quoi qu'il arrive, je venais de retrouver une partie essentielle de moi-même. À bord du jet, tout semblait étrangement irréel, le bruit sourd des moteurs, étouffé par l'isolation parfaite de la cabine, se mêlait à nos respirations encore irrégulières.
J'étais assise face à lui, mes mains crispées sur les accoudoirs, comme si je craignais que tout cela ne disparaisse d'un instant à l'autre. Il me regardait sans me lâcher des yeux, avec cette intensité douce mais implacable, comme s'il cherchait à graver chaque détail de mon visage dans sa mémoire. Finalement, sa voix a brisé le silence. « Tu es en sécurité maintenant. » Ces mots simples ont eu l'effet d'une déferlante. Ils se sont infiltrés dans chaque recoin de mon esprit, chassant un peu de cette peur qui m'accompagnait depuis si longtemps. Il s'est légèrement penché vers moi, les coudes appuyés sur ses genoux, son regard ancré dans le mien. Il m'a dit qu'il ne pardonnerait jamais qu'on m'ait laissé seule, abandonnée comme un objet encombrant, au milieu d'un terminal froid et impersonnel. Sa voix, basse et maîtrisée, vibrait pourtant d'une colère contenue. C'était la colère d'un père qui découvrait l'ampleur du mal fait à son enfant. J'ai senti mes épaules se détendre imperceptiblement, comme si, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus la seule à porter ce fardeau. Mon cœur battait vite, mais plus seulement de peur. Il battait aussi de quelque chose de neuf, fragile, mais puissant, la certitude d'être enfin protégé. Puis, il a prononcé cette phrase qui allait tout changer. « Tu viens vivre avec moi, pour de bon. » Il ne l'a pas formulée comme une proposition, ni comme une supplication. C'était une décision, claire, ferme, sans possibilité de retour en arrière. J'ai senti un vertige me gagner, un mélange d'émotion et d'incrédulité. Personne, depuis des années, ne m'avait offert une place permanente dans sa vie. Personne ne m'avait dit « reste » sans poser de conditions. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire que je n'avais rien, pas d'affaires, pas de souvenirs à emporter, mais il m'a coupé d'un simple sourire. Ce sourire, à la fois triste et plein de promesses, disait tout. « Tu as moi », a-t-il ajouté, comme si c'était la réponse à toutes mes questions, à toutes mes angoisses. Et, d'une certaine façon, c'était vrai. La tension dans ma poitrine a commencé à se relâcher. Je me suis laissé aller contre le dossier du siège, sentant mes yeux se fermer malgré moi. Je n'avais plus que lui. C'était tout, mais c'était suffisant. Peut-être même que c'était plus que ce que j'avais jamais espéré. Pour la première fois depuis des années, l'idée d'un « pour toujours » ne me faisait pas peur. Elle me réchauffait. L'atterrissage fut si fluide que je ne m'en suis presque pas rendu compte, jusqu'à ce que la cabine soit envahie par une lumière plus douce. À travers le hublot, j'ai vu défiler un espace bien différent des terminaux bondés, un hangar privé aux murs immaculés, éclairé par de vastes baies vitrées. Sur le tarmac, plusieurs voitures noires aux vitres teintées attendaient, alignées avec une précision militaire. Des hommes en costume sombre se tenaient droits, certains portant des oreillettes, d'autres tenant des portes déjà ouvertes, comme si tout avait été minutieusement orchestré. Mon père, assis en face de moi, ne semblait pas surpris. Il se leva avec calme, m'offrant sa main pour m'aider à descendre. En mettant le pied sur le sol, j'ai senti l'air plus frais, chargé d'odeurs de carburant et de cuir. Un homme en costume s'est approché et a incliné légèrement la tête en signe de respect envers mon père. Je ne comprenais pas encore vraiment qui il était dans ce monde-là, mais il était clair qu'il inspirait à la fois autorité et loyauté. On m'a guidé vers un SUV imposant, dont l'intérieur sentait le cuir neuf et le bois ciré. Alors que le véhicule démarrait, mon père s'est tourné vers moi avec un calme calculé. « On va régler ça à nos conditions », a-t-il dit, comme si la phrase ne souffrait aucune contestation. Sa voix, basse mais ferme, me donna l'impression que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Dans ma tête, pourtant, l'image du sourire froid de ma mère s'imposa. Ce rictus satisfait qu'elle affichait chaque fois qu'elle pensait avoir gagné. La voir s'éloigner à l'aéroport, entourée de sa nouvelle famille, m'avait brûlé au fer rouge.
Elle croyait peut-être que son départ serait la dernière page de notre histoire, que je disparaîtrais de son paysage sans bruit. Mais, à cet instant, en entendant mon père parler de conditions, j'ai compris que ce n'était que le début. Le mélange de colère et de soulagement qui grondait en moi me poussa à poser la question, presque dans un murmure, mais avec un poids certain. Et elle, il tourna la tête vers moi, ses yeux sombres reflétant quelque chose de plus profond qu'une simple rancune. Ses lèvres se pincèrent légèrement, puis il répondit avec une lenteur calculée. « Elle apprendra ce qu'est perdre. » Il ne haussa pas la voix, mais chaque mot portait une gravité qui me fit frissonner. Ce n'était pas une menace lancée à la légère, c'était une promesse, et dans ce regard, j'ai lu non seulement la volonté de me protéger, mais aussi celle de me rendre justice. Ce soir-là, alors que la ville s'éloignait derrière les vitres teintées, j'ai senti que le rapport de force venait de changer, et qu'elle, pour la première fois, allait découvrir ce que signifiait vraiment être du mauvais côté de l'histoire. La route vers sa maison avait quelque chose d'irréel. Plus nous nous éloignions du centre, plus le paysage se transformait, laissant place à des rues calmes bordées d'arbres, puis à une longue montée serpentant vers les hauteurs. Quand enfin nous avons franchi un portail imposant, j'ai découvert une demeure de pierre et de verre, moderne mais majestueuse, qui semblait presque suspendue au-dessus de Paris. Les larges baies vitrées laissaient entrer une lumière dorée et révélaient une vue panoramique sur la ville entière, comme si tout l'horizon m'était soudain offert. C'était le genre d'endroit que ma mère avait toujours prétendu inaccessible, presque fictif, une illusion bonne pour les magazines. À peine entrée, j'ai été enveloppée par une chaleur douce, autant physique qu'émotionnelle. Une femme élégante m'a saluée avec un sourire sincère et m'a appelée « Mademoiselle », avant de me demander si je voulais boire ou manger quelque chose. Derrière elle, un homme en veste sombre a pris mon sac pour le porter dans une chambre qui, à elle seule, semblait plus grande que tout mon ancien appartement. Un lit moelleux m'attendait, recouvert de draps d'une blancheur éclatante. Dans chaque détail, l'odeur légère de fleurs fraîches, la chaleur du parquet sous mes pieds, la douceur de l'éclairage. Il y avait un soin évident, presque protecteur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas à me justifier d'exister. Le soir, alors que je découvrais la terrasse donnant sur Paris illuminée, il est venu me rejoindre. Nous avons regardé les lumières de la ville scintiller, comme un océan de constellations. Il s'est appuyé à la rambarde, silencieux un moment, puis m'a confié ce que j'avais toujours soupçonné, sans pouvoir le prouver. Ma mère m'avait empêché de le voir. Pendant toutes ces années, elle avait filtré les appels, menti sur ses absences, inventé des histoires pour me convaincre qu'il m'avait oublié. Sa voix, habituellement si maîtrisée, tremblait légèrement lorsqu'il me disait qu'il n'avait jamais cessé de vouloir me retrouver. Une colère sourde a bouillonné en moi, mêlée à un étrange soulagement de connaître enfin la vérité. Puis, il a baissé la voix, comme pour me confier un secret plus lourd encore. Il savait comment elle avait financé ses vacances luxueuses, en puisant dans des fonds qui ne lui appartenaient pas. C'était dit sans haine apparente, mais avec cette fermeté glaciale de quelqu'un qui détient les preuves et sait exactement comment les utiliser. J'ai senti un frisson me parcourir, non pas de peur, mais à l'idée que cette fois, ce ne serait pas moi qui serais vulnérable. Il n'a rien ajouté, se contentant de poser une main rassurante sur mon épaule, avant de me laisser seule face au spectacle des lumières. Derrière cette vue apaisante, je savais qu'un autre combat venait de commencer, et que cette maison, perchée au-dessus du monde, en serait le quartier général. Le lendemain matin, en descendant dans le vaste salon baigné de lumière, j'ai trouvé mon père assis à une longue table en verre, entouré de dossiers soigneusement empilés.
Des hommes et des femmes en costumes sombres étaient assis en face de lui, parlant à voix basse, chacun prenant des notes sur des tablettes ou des carnets. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte, hésitante, mais il m'a immédiatement invitée à m'approcher. « Je veux que tu saches ce qui se passe, » a-t-il dit, le regard droit. Il avait déjà engagé une équipe d'avocats, pas pour discuter ou négocier, mais pour agir. Leur plan était clair. Dès son retour, ma mère trouverait ses comptes gelés et sa maison saisie, sans préavis ni échappatoire possible. J'ai écouté, fasciné et un peu intimidé, tandis qu'ils évoquaient des termes juridiques que je ne comprenais pas tous. Pourtant, une chose était limpide. Il n'y avait pas de place pour le hasard. Chaque document, chaque démarche était minutieusement préparée. Les preuves de ces détournements financiers étaient solides, irréfutables. Je réalisais que, contrairement à ma mère, mon père ne s'appuyait pas sur des menaces ou des manipulations émotionnelles. Lui utilisait la loi, la stratégie et des alliés compétents. Il ne cherchait pas seulement à riposter, mais à s'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais nuire. Dans ce salon élégant, avec les voix calmes mais déterminées de ces professionnels, je me sentais comme derrière un rempart imprenable. L'après-midi, alors que le calme était revenu, je me suis installée dans ma chambre, le regard perdu sur la vue de Paris. Je repensais à toutes les nuits passées, à sursauter au moindre bruit, à craindre que le lendemain ne soit pire que la veille. Et voilà que, pour la première fois, une sensation nouvelle m'envahissait. C'était comme si un poids invisible que je portais depuis des années glissait enfin de mes épaules. Je n'étais plus seule à me défendre. Quelqu'un se battait pour moi, non seulement pour m'arracher au danger, mais pour réparer, pour rétablir un équilibre que je croyais impossible. Cette idée m'apportait une chaleur inattendue, presque étrange, tant elle contrastait avec la méfiance qui m'avait toujours accompagnée. Ce soir-là, quand je me suis glissée dans les draps frais de mon lit, je n'ai pas eu besoin de lutter contre le sommeil. Les ombres dans la chambre ne me semblaient plus menaçantes. Les bruits lointains de la ville étaient rassurants, comme une berceuse lointaine. Et, dans ce demi-sommeil, j'ai compris que mon père ne se contentait pas de me sauver. Il me vengeait, pas par cruauté gratuite, mais parce qu'il refusait de laisser l'injustice impunie. Cette certitude a agi comme un baume sur mes blessures les plus profondes. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans cauchemar, le cœur étrangement léger, porté par la promesse silencieuse qu'il ne me laisserait plus jamais tomber. 2 semaines avaient repassé depuis mon arrivée dans cette maison, perchée au-dessus de Paris. Je commençais à m'habituer à la douceur de mes nouvelles journées, aux repas pris sans tension, aux nuits calmes. Ce matin-là, je m'étais levée tard, profitant de l'absence d'horaires imposés. Vers midi, alors que je feuilletais un livre sur la terrasse, le téléphone de mon père a vibré sur la table basse. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis m'a tendu l'appareil sans dire un mot. Le nom s'affichait clairement. Maman. Mon estomac s'est noué instantanément. Mes doigts se sont crispés autour du téléphone. Quand j'ai décroché, sa voix m'a frappée par son ton inhabituel. Elle n'était plus assurée ni tranchante. Elle tremblait comme si chaque mot lui coûtait. « Camille, où es-tu » J'ai pris une inspiration, sentant mon père m'observer, et j'ai répondu d'une voix calme, avec papa. Un silence a suivi. Un silence lourd qui trahissait à la fois la surprise et l'agacement. Puis, elle a commencé à parler, vite, très vite, enchaînant des justifications maladroites. Elle a tenté d'expliquer que ce qui s'était passé à l'aéroport n'était qu'un malentendu, qu'elle pensait que je pouvais me débrouiller seule, que ce n'était pas son intention de me blesser. Ses phrases semblèrent se bousculer, comme si elle craignait que je raccroche avant qu'elle ait terminé. Je l'ai laissée parler sans l'interrompre jusqu'à ce que son flot de mots perde en intensité. Alors, j'ai prononcé ces quelques phrases
qui brûlait mes lèvres depuis 2 semaines. Tu m'as laissé seule dans un terminal. À 15 ans, je pouvais presque entendre son souffle se bloquer à l'autre bout du fil. Elle a essayé de se défendre encore, mais ses arguments sonnaient creux. Puis sa voix a changé, passant de l'excuse à la supplication. « Reviens à la maison, on va arranger ça. » Je me suis souvenu de mon sac trop lourd, de son dos qui s'éloignait, de la sensation glaciale dans ma poitrine ce jour-là. Et c'est avec une clarté absolue que j'ai répondu « non ». Un mot simple, mais qui me libérait d'années d'attente et d'illusions. Mon père m'a observé en silence, ses yeux brillants d'une fierté silencieuse. Quand j'ai raccroché, il a posé une main ferme mais douce sur mon épaule. « Elle doit apprendre la solitude », a-t-il dit, comme une évidence. Ce n'était pas de la vengeance pure, mais une leçon inévitable. En le regardant, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement de couper les liens toxiques qui m'attachaient à elle, mais de reconstruire quelque chose de solide à partir de ce qui restait. Et ce quelque chose, je l'avais trouvé ici, auprès de lui. Cette fois, je ne laisserai personne me l'enlever. Les jours suivants, ma vie a commencé à se remplir de choses simples, mais nouvelles pour moi. Chaque matin, un professeur particulier venait à la maison pour m'aider à rattraper le programme scolaire. Ces cours n'étaient pas une punition, mais une invitation à apprendre, à réfléchir, à croire que j'avais un avenir. L'après-midi, je pouvais choisir mes vêtements dans une garde-robe qui n'avait plus rien à voir avec les vieux habits usés que l'on me refilait avant. Des couleurs, des matières douces, des coupes qui me correspondaient vraiment. Et au repas, plus de regards, jugeant ce que je mettais dans mon assiette, plus de phrases empoisonnées sur ma manière de manger. Je pouvais me resservir si j'avais faim, sans sentir ce poids de culpabilité qui m'avait toujours accompagnée. Pendant ce temps, les avocats de mon père poursuivaient leur travail en arrière-plan, comme une présence invisible mais rassurante. Ils me tenaient informée avec des mots simples, m'expliquant que tout ce qui m'appartenait désormais était à l'abri. Les documents étaient bas clairs. Elle ne pourrait plus toucher à mon héritage, ni détourner la moindre ressource à mon détriment. Savoir cela me donnait une sécurité que je n'avais jamais connue. C'était comme si un filet solide s'était enfin tendu sous mes pas, prêt à me rattraper si je venais à tomber. Je n'étais plus à la merci de ses caprices, ni dépendante de son humeur changeante. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, il m'a regardé longuement avant de dire, d'une voix posée, « Tu n'as pas à porter la faute de ses choix. » Je l'ai senti dans chaque fibre de mon être. Pendant des années, j'avais cru que son départ, son indifférence, ses mots durs, étaient en partie de ma faute, comme si j'avais manqué de quelque chose, comme si je n'avais pas su être assez pour qu'elle m'aime. Mais dans ses yeux à lui, je n'étais pas un fardeau ni une déception. Ces mots me libéraient d'un poids invisible, me permettant enfin de respirer plus profondément. À cet instant précis, j'ai compris qu'il était possible d'aimer sans écraser, sans réduire l'autre à une ombre. Il ne cherchait pas à me posséder, ni à effacer ce que j'avais vécu. Il m'offrait un espace où je pouvais être moi-même, sans avoir à me justifier ou à mendier de l'attention. C'était un amour qui ne se mesurait pas en contrôle, mais en confiance. Et cette découverte, simple en apparence, transformait peu à peu ma façon de voir le monde. Je savais qu'il me faudrait encore du temps pour guérir entièrement, mais désormais, je n'étais plus seule sur ce chemin. Et chaque jour passé ici me prouvait que cette nouvelle vie avait des racines solides. Un après-midi d'hiver, alors que la lumière déclinait doucement sur la ville, une enveloppe épaisse est arrivée par courrier recommandé. L'employé chargé de la remettre avait un air solennel, comme s'il pressentait le poids de son contenu. Mon prénom et mon nom étaient inscrits sur le devant, tracés d'une écriture nerveuse que je reconnus immédiatement. C'était elle.
J'ai hésité à l'ouvrir, mon cœur battant trop vite, mes doigts hésitant sur le rabat. Finalement, je l'ai fait, et les premières lignes m'ont frappé comme une gifle. Une suite d'accusations, d'affirmations tordues, d'attaques déguisées en plaintes. Elle parlait d'injustice, de manipulation, prétendait que j'avais été détournée d'elle, qu'on m'avait lavé le cerveau. Chaque mot suintait l'amertume et la rage. Je me suis tournée vers mon père, qui était assis dans son fauteuil en cuir près de la cheminée. Il a lu les pages lentement, ses yeux passant d'une ligne à l'autre avec une sérénité déconcertante. Puis, au lieu de s'énerver, il a simplement esquissé un sourire calme. « Elle n'a plus rien », a-t-il déclaré, comme on énonce un fait indiscutable. Ce n'était pas une provocation, mais une vérité froide. Tous ces recours avaient déjà été épuisés et les décisions de justice étaient claires. Les avocats avaient balayé chacune de ces tentatives avec une précision méthodique. Elle pouvait écrire toutes les lettres qu'elle voulait, elle ne changerait rien à la réalité. Je me suis assise en face de lui, les mains toujours serrées sur les feuilles. Mon esprit oscillait entre un sentiment de victoire et une étrange lassitude. Il a posé les documents sur la table basse, puis a levé les yeux vers moi. « Merci » a-t-il dit. Sur le moment, j'ai cru qu'il parlait du courrier. Mais il a poursuivi. « Merci d'avoir survécu à tout ça. Merci de m'avoir fait confiance pour te ramener ici. » Ces mots ont résonné en moi plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement fier d'avoir gagné une bataille légale, il était reconnaissant que je sois encore là, debout, malgré tout ce qu'elle avait essayé de briser. En me retirant dans ma chambre ce soir-là, je me suis arrêtée près de la fenêtre. Paris brillait sous les lumières, et quelque part, dans cette immensité, elle devait être seule. Peut-être dans un appartement plus petit, peut-être chez quelqu'un qui ne l'attendait pas vraiment. Cette image ne m'a pas apporté de joie malsaine, juste un étrange apaisement. Elle n'avait plus le pouvoir de m'atteindre. Ses mots, ses colères, ses manipulations étaient désormais enfermés de l'autre côté d'un mur invisible qu'elle ne franchirait plus. Et moi, pour la première fois depuis que je me souvenais, je me suis sentie libre, vraiment libre. Le printemps était revenu, apportant avec lui un air plus doux et la promesse d'un nouveau départ. J'avais repris l'école, cette fois dans un établissement où les professeurs connaissaient mon prénom et se souciaient réellement de mes progrès. Les journées étaient rythmées par les cours, les échanges avec de nouveaux camarades et la sensation étrange mais agréable de retrouver une vie normale. Pourtant, parfois, au détour d'un moment de calme, une ombre revenait, la peur de voir apparaître son nom sur l'écran de mon téléphone. Mais les jours passaient, et aucun message, aucun appel ne venait troubler ce nouvel équilibre. C'était comme si elle s'était volatilisée, et je m'habituais peu à peu à ce silence. Puis, il y eut cette convocation au tribunal, le dernier acte d'une longue bataille. Mon père m'avait prévenu que ce serait formel, presque froid, mais qu'il était important que j'y sois. Le matin de l'audience, nous avons traversé la ville en silence, chacun enfermé dans ses pensées. En entrant dans la salle, je l'ai vue, assise seule sur un banc, vêtue d'un tailleur qui avait perdu de son éclat. Elle semblait plus petite, presque fragile. Rien à voir avec la femme fière et arrogante qui m'avait tourné le dos à l'aéroport. Son regard a accroché le mien et j'ai senti une tension, un appel muet. Lorsque ce fut son tour de parler, elle s'est levée et a demandé la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais les mots étaient soigneusement choisis. Elle parlait de réparer, de reconstruire, de me rendre ma place. Il y avait dans son ton un mélange d'orgueil blessé et de tentative de séduction émotionnelle. J'ai écouté sans l'interrompre, les mains posées sur mes genoux, consciente de mon père, assis juste à côté. Puis,
Quand le juge m'a donné la possibilité de répondre, j'ai simplement dit « non ». Ce mot était calme, posé, presque doux. Il ne venait pas de la colère, mais d'une certitude profonde que revenir en arrière serait trahir tout ce que j'avais reconstruit. La décision fut prononcée peu après. Elle perdait tous ses droits sur moi, y compris l'accès à mes biens et à mon avenir. Je me suis levée, j'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie de la salle. Elle a tenté de m'interpeller, mais les agents de sécurité l'ont retenue. En franchissant les portes du tribunal, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance. Juste un vide, pas un vide douloureux, mais un espace immense, prêt à être rempli par autre chose que ces mensonges et ces manipulations. Ce jour-là, j'ai compris que parfois, la véritable victoire ne laisse pas d'euphorie, seulement un silence nouveau où l'on peut enfin respirer. Nous étions à peine montés dans la voiture que le silence s'est installé, un silence ni lourd ni gênant, mais rempli de ce que nous n'avions pas besoin de dire. Mon père conduisait calmement, ses mains fermes sur le volant, le regard fixé sur la route qui s'ouvrait devant nous. Après quelques minutes, il a jeté un bref coup d'œil vers moi et m'a demandé « Comment tu te sens ?» La question m'a semblé simple, mais elle portait en elle des mois de bouleversement, de bataille et de reconstruction. J'ai pris une inspiration profonde, observant mon reflet dans la vitre, avant de répondre d'une voix claire, libre. Ce mot, unique et entier, a résonné dans l'habitacle comme une vérité qu'aucun de nous ne pouvait contester. Mon père a esquissé un sourire, presque imperceptible, mais je l'ai vu dans ses yeux. Il n'a pas cherché à remplir le silence qui a suivi, comme s'il savait que ce moment devait rester pur. Dehors, le monde défilait, les rues animées, les passants pressés, les façades anciennes mêlées aux constructions modernes. J'observais tout cela avec une lucidité nouvelle, comme si chaque détail m'appartenait un peu plus désormais. Je n'avais plus cette sensation d'être spectatrice de ma propre vie. Je n'étais plus en attente que quelqu'un m'autorise à avancer. Pour la première fois, je me sentais actrice de mon propre chemin. Alors que nous quittions le centre pour retrouver la route menant vers la maison, mes pensées ont dérivé vers ce jour à l'aéroport. L'image de cette adolescente figée, un sac de sport contre elle, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. J'ai revu le dos de ma mère s'éloignant, le claquement sec de ses talons sur le carrelage et le poids insupportable de l'abandon. Mais aujourd'hui, cette image ne me déchirait plus. Elle ressemblait à une vieille photo oubliée dans une boîte, témoin d'un passé lointain qui ne définissait plus la personne que j'étais. Je n'étais plus cette fille qu'on avait laissée derrière. En regardant le paysage s'ouvrir à travers la vitre, j'ai senti une certitude tranquille s'ancrer en moi. J'étais celle qui avait retrouvé le chemin de chez elle, pas seulement un lieu physique, mais un espace où l'on se sent en sécurité, respecté et aimé. Mon père, sans le savoir, m'avait redonné bien plus qu'un toit. Il m'avait offert une identité, un sentiment d'appartenance, la preuve qu'on pouvait renaître même après avoir été brisé. Tandis que la voiture montait la route vers la maison, le soleil couchant enveloppait tout d'une lumière chaude. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que, peu importe ce qui viendrait après, cette liberté nouvellement acquise ne me quitterait plus.